20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili. Bonsoir, la journée internationale des droits des femmes et la marée humaine dans les rues d'Alger et dans les grandes villes d'Algérie contre la nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la une des informés de France Info. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous et bienvenue Sylvie Pierre Brossolette. Vous êtes membre de la Fondation des femmes, ancienne conseillère, membre du CSA, en charge des droits des femmes. Avec nous également, bonsoir Christelle Delarue. Bonsoir. Activiste, présidente de Mad & Women, première agence de pub féministe engagée. Avec nous également ce soir, une habituée des informés, Sophie de Menton, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthiquer nos partenaires. Bonsoir Virginie Lepetit. Bonsoir. Bienvenue Virginie, chef d'édition à Courrier International. Et avec nous, Étienne Girard, vous êtes le jeune homme de l'étape, si je puis dire, journaliste à Marianne tout de même, prénom féminin. Bonsoir Étienne. Bonsoir Jean-François. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Des dizaines de milliers d'Algériens manifestent donc une nouvelle fois à Alger, mais pas seulement, Oran, Constantine et toutes les autres villes pour protester contre la décision, vous le savez, du président Abdelaziz Bouteflika, atteint par la maladie, de briguer un cinquième mandat consécutif. Bonsoir Leïla Berato, correspondante de RFI. Bonsoir à vous en Algérie. Nous sommes avec vous en direct d'Alger. Leïla, comment se déroule ce soir encore la mobilisation dans la capitale ? Eh bien, écoutez, la mobilisation avait commencé aujourd'hui dès la fin de la matinée. L'appel à manifester donnait rendez-vous à 14h après la grande prière, mais dès 13h, il y avait des milliers de personnes dans le centre de la ville. Et puis, au fur et à mesure, le cortège a fini réuni plusieurs centaines de milliers. Je crois que nous avons un tout petit problème de liaison satellite avec vous, Leïla. Essayez encore. Non, je crois que ça va être très compliqué. On va essayer de vous retrouver dans quelques instants, si la liaison satellite nous le permet. Leïla Berato, correspondante de RFI en Algérie, liaison compliquée. Virginie Lepetit, l'Algérie vit un moment charnière de son histoire. Elle vit un grand ras-le-bol, l'Algérie, d'une situation qui dure depuis déjà plusieurs années et qui a d'abord été dénoncée assez soudainement, en fait, et à la surprise générale, par la jeunesse qu'on croyait inerte, et puis qui est en train de s'étendre effectivement à une grande partie de la population algérienne, les femmes, des professions libérales. Voilà, le système Bouteflika est à bout de souffle, il n'y a plus de logements à distribuer, et ce qu'on peut craindre, en tout cas ce que craint l'un des journalistes que nous avons interrogé, Abdou Semar, c'est un scénario à la vénézuélienne en fait. Oui. C'est un pays qui s'enfonce économiquement et qui n'a plus rien à donner en fait comme espoir à la population. Alors je crois que nous sommes de nouveau en liaison, me dit-on, avec vous, Leïla Berato. Quelle est donc la situation encore ce soir à Alger? Nous vous retrouvons. Alors, écoutez, pour ce soir, l'après-midi s'est déroulé globalement dans le calme. Là, ce soir, il y a eu quelques affrontements avec les forces de l'ordre, notamment avec des groupes de jeunes sur les hauteurs de la capitale, puisque les forces de l'ordre ne souhaitaient pas que les manifestants se dirigent vers la présidence qui est sur la colline d'Alger. Donc, on signale plusieurs blessés, mais tout au long de l'après-midi, cette manifestation s'est passée vraiment dans une ambiance festive, comme les 2 semaines précédentes, avec beaucoup de slogans contre un cinquième mandat, mais aussi des slogans contre les personnes qui sont au pouvoir, contre le parti du FLN, pour un changement de système politique. Et puis il y avait évidemment 8 mars oblige un certain nombre de pancartes faites par des militantes féministes qui demandaient à ce que les droits des femmes soient eux aussi respectés. Leïla Berato, qu'est-ce qui peut changer aujourd'hui face à la contestation et la pression de la rue? Est-ce que le pouvoir va rester sourd à cette pression qui va croissant tous les jours? Alors, est-ce que le pouvoir va rester sourd? Je ne pense pas. Nous je crois que nous sommes dans un pays où de telles manifestations... Non, nous n'avons pas de chance avec cette liaison. On n'avait pas vu non, je crois depuis
plusieurs dizaines d'années. Je pense que Allez, nous n'avons pas de chance avec, malheureusement, avec cette liaison satellite qui n'est pas facile, mais nous avons pu bénéficier du récit de Leïla Berato, notre correspondante de RFI en Algérie. Je reviens vers vous, Virginie Le Petit. Est-ce que, au fond, cette pression peut fonctionner à terme sur le pouvoir ? C'est la question qui est posée. Alors, il y a eu une lettre adressée aux Algériens qui a été publiée le 3 mars, signée en tout cas du président Abdelaziz Bouteflika, qui promet un certain nombre de choses. Alors, c'est comme un aveu d'échec, cette lettre, puisque ça promet des réformes, une nouvelle constitution, en tout cas un nouveau référendum pour une nouvelle constitution, un organisme indépendant pour organiser les élections, donc ce qui est quand même un aveu qu'actuellement il n'y a pas d'organisme indépendant. Tout ça, c'est quand même pour le moment des mots. Ce qui est possible, en fait, c'est que de nouvelles personnes émergent et reprennent la main. Mais une réforme en profondeur du système, pour le moment, on n'y est pas. Sophie de Menton. Mais qui promet d'ailleurs ça ? Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas le président Bouteflika. Je veux dire, on sait qu'il est en Suisse, malade. C'est pour ça que j'avais juste signé. Voilà. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est de son entourage. Est-ce qu'on a une photographie de cet entourage ? Et puis, la question est, c'est vrai qu'on comprend ce pays, cette jeunesse, avec un président fantôme. Mais que va-t-il y avoir à la place? Comment ce sont des pays où effectivement les basculements peuvent être extrêmement dangereux, et ça on n'a pas du tout d'éléments aussi. Mais il y a un signe quand même, c'est que cette manifestation très étendue, encore plus étendue que les précédentes, a pu se dérouler. Elle n'a pas été réprimée, alors que théoriquement en Algérie, normalement, on ne manifeste pas. Et là, elle s'est déroulée, il y a eu quelques heures vers la fin, mais dans l'ensemble, il y a eu ni dégradation, ni répression, enfin peu. Par rapport à la marée humaine. C'était calme en tout cas, et effectivement les policiers ne sont pas intervenus. Voilà, donc il y a eu quand même des ordres venus de quelque part disant qu'il fallait laisser les choses se dérouler pour ne pas mettre effectivement des explosifs dans une situation déjà très délicate. Encore un mot là-dessus, Étienne Girard, sur qui entoure donc finalement Bouteflika, malade, on le sait, retiré dans son hôpital à Genève. Il y a des grandes familles, des magnats du pétrole, il y a des hiérarques de l'armée, il y a des membres du FLN, mais il n'y a pas une figure qui s'impose de façon incontestable. Et c'est ce qui explique pourquoi, aujourd'hui, Bouteflika demeure, malgré sa maladie, malgré son état, le plus petit dénominateur commun en Algérie. Et pourquoi la France s'inquiète de qui mettre à sa place si jamais Bouteflika ne pouvait pas se présenter pour un 5e mandat. Allez, nous reviendrons sur cette situation en Algérie dans la deuxième partie des Informés de France Info, mais pour l'heure de 20h11. Rappel de l'info avec vous, Lauriane Delanoë. De Bagdad à Madrid, en passant par Paris, des manifestations partout dans le monde aujourd'hui pour l'égalité femmes-hommes et contre les violences sexistes et sexuelles. En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, le ministère français de l'Intérieur indique que selon ces chiffres, 142 000 femmes ont été victimes de crimes et délits sexistes en 2017 en France. Des femmes et des hommes, des marées humaines aujourd'hui dans les grandes villes d'Algérie. Mobilisation plus forte que ces derniers jours contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat présidentiel. À Alger, la police a utilisé tout à l'heure des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser le cortège. Un Palestinien tué, 42 blessés aujourd'hui à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Des tirs de l'armée israélienne contre les manifestants. Il y a eu en un an près de 200 morts d'après le ministre palestinien de la Santé. Peut-être des perturbations à prévoir demain et après-demain dans les aéroports français, notamment à Roissy et Orly. Avertissement des syndicats de douaniers qui prévoient des actions pour demander plus de moyens face au Brexit. Les agents de Calais et de Dunkerque sont en grève du zèle depuis lundi dernier. Raoul Barrière, le sorcier des Sauclières, est mort à 91 ans. Le joueur de rugby a été l'un des entraîneurs mythiques, l'entraîneur mythique de l'AS Béziers à ses grandes heures, 6 fois champion de France dans les années 70. France Info. 20h, 21h, Les Informés, Jean-François Aquili. Quel plus beau symbole pour cette 42e journée des droits des femmes qu'honorée du prix Simone Veil, une femme dont le combat dans son pays, le Cameroun,
est de venir en aide aux victimes des viols, des violences, des mariages forcés et à toutes les rescapées du groupe terroriste Boko Haram. Aïssa Doumara Natansou a reçu son prix des mains du président de la République Emmanuel Macron. L'émotion de la coordinatrice de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes de la ville camerounaise de Maroua dans la cour de l'Élysée. C'est un honneur et c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai accueilli ce prix. Ce prix qui reconnaît le travail qui est fait à la base par des femmes, qui reconnaît la lutte des victimes et survivantes pour pouvoir retrouver les pouvoirs qu'elles ont perdus. Un prix qui dénie le fait que des petites filles soient mariées et obligées de porter des charges qui dépassent leur capacité à pouvoir supporter, à pouvoir tenir. Je suis simplement émue et très honorée. Voilà pour ce témoignage, 20 ans au service des femmes menées dans le silence, parfois l'opprobre, a souligné le chef de l'État, Christelle Delarue. C'est une femme puissante. Oui, c'est une femme puissante. C'est une femme qui se bat chaque jour pour les droits des femmes et il appartient à chacun aussi d'éveiller sa conscience et de tenter de mettre son action, son pouvoir et sa reconnaissance de la lutte des droits des femmes à travers le monde. Ouais, Virginie Le Petit, au Sahel, la condition féminine, on va dire c'est une situation d'urgence. C'est une situation d'urgence. C'est pas le seul endroit au monde où ça l'est, malheureusement. Oui, il y a... et le problème, en fait, c'est que dans toutes les zones instables, en plus de ces situations qui sont déjà installées, les femmes sont les premières victimes en cas de guerre et les premières victimes civiles. Donc, de toute façon, elles sont en première ligne dans toutes ces zones-là, oui. Allez, puisque l'on parle des violences, c'est l'un des principaux sujets de préoccupation. On parle de chez nous, dans notre pays, les violences faites aux femmes, les féminicides. Leur nombre est à la hausse, comme l'a rappelé Marlène Schiappa, la secrétaire d'État femmes-hommes à l'égalité, lors d'un message diffusé aujourd'hui sur son propre compte Twitter à l'occasion de cette journée internationale. On l'écoute. L'urgence, c'est de continuer à protéger les femmes. Il y a eu plus de 30 femmes, en tout cas, tuées par leur conjoint ou par leur ex-conjoint depuis le début de l'année. C'est une recrudescence et c'est très préoccupant. Il faut protéger les femmes face aux féminicides, face aux violences conjugales, face au harcèlement de rue et à toutes les violences sexuelles. Une mesure dont je suis la plus fière en matière d'égalité femmes-hommes, c'est la pénalisation du harcèlement de rue. Parce que je crois qu'il n'y a pas de liberté des femmes si on n'a pas la liberté d'aller et venir dans la rue, d'occuper l'espace public comme bon nous semble, à l'heure de notre choix, dans la tenue de notre choix, accompagnée ou pas accompagnée par la personne de notre choix. Et je crois que la liberté de circuler, c'est vraiment une liberté fondamentale. Le nombre de femmes tuées, le nombre de violences à la hausse. Sylvie Pierre-Brossolette, que se passe-t-il dans la société française ? Les chiffres qui sont tombés en rafale cette semaine sont inquiétants. Il y en a eu dans différents domaines, dans la prise de parole des femmes dans les médias, les réactions des femmes face aux violences, le rapport de force au travail. Je dirais qu'on a connu des progrès ces dernières années, mais qu'on a l'impression de toucher un certain plafond de verre malgré tous les efforts. Sur les violences, la Fondation des femmes a commandé une étude à l'Institut Kantar et qui a donné des résultats tout à fait préoccupants. 80% des femmes pensent que leurs droits n'ont pas progressé ces dernières années. Et surtout, elles mettent en première priorité de leurs préoccupations, avant même l'égalité salariale, la lutte contre les violences dont elles sont victimes. Et elles n'ont pas confiance ni dans la police ni dans la justice. Enfin, une minorité a confiance dans la police et la justice pour régler leurs problèmes. Et ça, c'est une situation à laquelle il faut s'attaquer, je pense, avec encore plus de vigueur qu'on ne le fait jusqu'ici. On fait ce qu'on peut, mais il faut passer à un acte 2. Deuxièmement, cette situation de violence, elle est aussi créée par quelquefois l'image que véhiculent les médias des femmes. Quand on s'aperçoit que seulement un tiers des prises de parole dans les médias, comme l'a révélé Lina, viennent des femmes, on se dit ça véhicule l'idée que c'est un monde d'hommes dominé par les hommes. Mais on va venir dans un instant sur ces chiffres ont été plus corroborés en par précision, ceux du CSA, et donc on voit bien qu'il y a un problème. Mais Christelle Delarue, sur ces violences du quotidien, on a la sensation qu'au fond, nous passons notre temps à en débattre, à légiférer, des décisions sont prises, mais les situations s'aggravent. Comment l'expliquer ?
Je pense qu'il y a un gros problème de budget avant tout. C'est-à-dire que les associations féministes et les associations d'aide et de protection des femmes, malheureusement, n'ont pas assez de moyens aujourd'hui. La grande cause du quinquennat, c'est une grande cause égalité femmes-hommes et c'est le plus petit budget de l'État. Donc, même s'il y a des effets d'annonce qui arrivent sur un déblocage... Le fait qu'il y ait un secrétariat d'État, ça avait été dit au départ, peut-être un petit peu trop dépendant de Matignon, trop transversal. Il y a surtout un problème de budget. C'est la grande cause et c'est le plus petit budget de l'État. Donc, quand bien même on fait des élocutions pour dire qu'il y aura peut-être 120 millions d'euros débloqués, on ne sait pas pour qui, on ne sait pas quand, on ne sait pas si c'est pour une année ou 10 ans. Donc, je pense qu'il y a besoin d'une coalition, il y a besoin d'entrer en action aussi. Et le discours sur les violences sexuelles, on le connaît, ça s'aggrave, mais les associations souffrent énormément parce qu'elles reçoivent, depuis MeToo, beaucoup de femmes se déplacent, viennent dans des associations et elles ne sont pas supportées par des moyens. Donc je pense qu'il y a un vrai besoin de financement de la part de l'État et il y a un besoin de conscience globale pour que chacun puisse s'emparer de ce sujet. Sophie de Menton, c'est un problème de financement public ? À mon avis, pas du tout. Alors, je suis très gênée par rapport à ce qui se dit parce que autant je suis... au-delà de la sympathie pour toutes ces femmes qui souffrent à travers le monde, pour ces violences, pour tout ce qui peut arriver aux petites filles d'ailleurs, que ça aille des petites filles qu'on oblige à se voiler, à l'excision, enfin, c'est insupportable et il faut se battre. Ce sont les dernières esclaves dans le monde, les femmes. Donc il faut absolument se battre, etc. Autant, et je nuance énormément, autant il y a également des victimes, évidemment, de cette violence en France. Autant je pense que ça suffit, cette force de victimisation permanente de la femme française. Ah, vous dites ça ce soir, vous dites trouver qu'on en fait trop. Alors, je suis quand modérée. Quand une femme meurt tous les 3 jours sur le coup de son conjoint, non, mais attendez, tous les 2 jours, pardon, excusez-moi. J'ai justement dit que je ne parlais pas de ces femmes-là. Il y en a quand même, heureusement, une minorité extrême. Je dis simplement que la femme française est une femme qui a beaucoup de chance dans le monde. Je ne parle pas de ces victimes de violence qui sont... Mais en France... Je finis. Et donc, je dis que, en plus, je pense qu'on a la mauvaise méthode. On considère que les femmes sont des victimes. Non, les femmes sont fortes. Je pense que dès l'école et dès qu'elles sont petites, il faut leur donner les moyens de réclamer, ne serait-ce que d'ailleurs pour l'égalité salariale, de se pointer chez le patron ou chez le directeur en disant... Je pense que c'est un privilège. Je pense que c'est un privilège. Pour beaucoup de femmes. Je pense que nous avons la possibilité, que les femmes ne sont pas aussi fragiles qu'on veut bien le dire, que nous avons en France une certaine chance d'avoir aussi des réalités. Je pense qu'on est en train de mélanger le harcèlement qui existe et qui est épouvantable dans les transports, dans les banlieues, et le fait de filer 70 € d'amende si on vous siffle dans la rue. Je crois qu'on est en train de tout mélanger. Alors, Sophie de Menton vient de... Christelle vient de poser le débat. On marque une pause. Affûtez vos arguments. 20h20 sur France Info. Tout d'abord, petit rappel de l'info avec vous, Lauriane Delanoë. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues d'Alger aujourd'hui, des manifestants jusque sur les balcons, drapeaux rouges, verts et blancs en main. Une grande mobilisation aujourd'hui en Algérie pour dire non au possible 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Il serait hospitalisé à Genève. L'un de ses opposants, Rachid Nekaz, interpellé ce matin dans cet hôpital suisse. Un fonds de 120 millions d'euros pour lutter contre les violences et les discriminations contre les femmes dans le monde. Voici la principale annonce du président Emmanuel Macron ce matin pour le 8 mars. Plusieurs milliers de femmes et d'hommes ont manifesté aujourd'hui en France pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Les femmes ne pourront plus accoucher à la maternité de Bernay dans l'Eure dès lundi. La fermeture du service confirmée aujourd'hui par l'Agence régionale de santé de Normandie. La décision administrative vient d'être signée. Le conseiller spécial d'Emmanuel Macron sur le départ, entendu par la police des polices dans l'affaire Alexandre Benalla. Ismaël Emelien l'annonce aujourd'hui. Il s'est expliqué mi-janvier sur la diffusion d'images de vidéosurveillance, des images du 1er mai dernier. Les Restos du Cœur comptent sur la générosité des Français pour les plus démunis. Collecte nationale ce soir et demain, les bénévoles espèrent récolter 8000 tonnes de denrées alimentaires. Et les footballeurs de l'AS Rome ont un nouvel entraîneur, Claudio Ranieri. Nommé aujourd'hui, le Romain remplace Eusebio Di Francesco, écarté après l'élimination du club avant-hier en Ligue des Champions. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors Sylvie-Pierre Brossolette, vous allez nous donner dans un instant les chiffres qui concernent les médias dans le détail, les chiffres donc du CSA, les chiffres les plus récents peut-être. Ils sont tombés voilà. ce matin. Mais tout d'abord, je voudrais que vous répondiez les uns les autres. On n'a pas non plus entendu Étienne Girard d'ailleurs. Virginie Le Petit, répondez à ce que disait à l'instant Sophie de Menton. Moi, je trouve ce relativisme très dangereux en fait. Dire les Françaises sont chanceuses parce que ça ne va pas si mal ici et bien mieux qu'au Sahel, oui, effectivement, c'est un fait. Mais chanceuse, je ne sais pas. La loi existe, les lois existent, on ne cesse de légiférer, vous le disiez. Après, il y a l'application de la loi. C'est vrai pour les violences faites aux femmes, c'est vrai pour le droit à l'IVG. La loi existe, une grande majorité de femmes et très étonnamment, les plus démunis n'ont pas accès dans les temps pour pouvoir subir un avortement. Il faut lutter contre ça, bien sûr. Oui, mais là, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est réjouissons-nous, nous sommes chanceuses. Oui. Et donc ça veut dire arrêtons de lutter. Non, n'arrêtons pas de lutter. Mais ne mélangeons pas tout. Étienne Girard, peut-être commentaire également sur ce qui a été dit, parce qu'on va passer aux chiffres dans les médias assez rapidement. Je reconnais là le goût de Sophie de Menton pour la provocation. Il suffit de se balader dans la rue pour voir, sans même parler de violence, qu'il y a un problème de sexisme dans la société. Moi, je me balade dans la rue, pas un week-end, sans que je vois une femme se faire harceler ou se prendre des remarques désobligeantes dans la rue. C'est quelque chose que je pense toutes les femmes vivent. Vous intervenez parce que ça, c'est important aussi. Il y a un vrai sujet. C'est que les hommes n'interviennent plus. Par exemple, les transports en commun, on voit des femmes qui se retournent, qui disent arrêtez, etc. Les types regardent leur chaussure. Allez, répondez rapidement et on passe au. Ça m'est arrivé d'intervenir, mais pas à chaque fois. Je vous le concède. Allez, Sylvie-Pierre Brossolette, vous avez, vous, en votre possession, des chiffres édifiants, si je puis dire, qui concernent la présence des femmes dans les médias. Oui, il y a eu l'étude de l'INA en début de semaine, celle du CSA qui est tombée aujourd'hui, et qui montre que la présence des femmes dans les médias a plutôt tendance à reculer. En tout cas, elle est autour de 1/3 pour l'INA, parce qu'ils ont compté en temps de parole, c'est une méthodologie particulière, et au CSA, on compte en nombre de femmes présentes à l'antenne. Elle est en recul, et encore, elle serait beaucoup plus en recul si on ne comptait pas le service public, parce que le service public, je vous félicite, fait des progrès, et c'est le secteur privé qui recule. Nous pouvons souligner que les informés de France Info assurent une parité stricte. Absolument. Bon, je m'extrais malheureusement de cette comptabilité, mais nous essayons tant que possible, et nous y arrivons. Et ce qui est la seule bonne chose, c'est que le nombre d'expertes monte. C'est encore insuffisant, mais ça monte. Ça a été un gros effort ces dernières années, mais ça ne suffit pas. Globalement, ça recule. Et si on faisait une analyse qualitative au-delà du quantitatif, on s'apercevrait que, ce qui est d'ailleurs dans les chiffres, aux heures de grande écoute, il y a encore beaucoup moins de femmes que des hommes. Quant à savoir combien il y a de femmes animatrices d'émissions et sur quel sujet, là, on entrerait encore dans malheureusement des perspectives encore plus inquiétantes. Et ça, c'est pas une question de moyens, ça. Non, mais c'est justement, les femmes ont des droits en France, mais comme on le disait, la façon de les appliquer donne du souci. De même que dans les entreprises, elles ont le droit d'être chefs d'entreprise, elles ont le droit d'être au COMEX, mais il n'y en a que même pas 14% qui sont dans les comités exécutifs. C'est tout à fait juste. Voilà. Donc il y a un problème. Virginie Le Petit, pour rebondir sur ce que dit Sylvie-Pierre Brossolette, qu'est-ce qu'il faut de la... Non, c'est juste pour illustrer, puisque quand on est arrivé sur ce plateau, il y a eu un commentaire au vu des invités. Ah ben oui, c'est le 8 mars. Donc je trouve que ça résume parfaitement la situation. C'est-à-dire que vous savez qu'avec moi, c'était le 8 mars tous les jours. Hein. Voilà. Oui. Non, mais la proportion inverse n'étonnera personne, jamais. Mais cette proportion-là, de 4 femmes pour un homme parmi les invités, l'étonnement et la recherche d'une explication, ça n'est pas normal. Christelle Delarue, sur cette question et sur les chiffres qu'apporte ce soir Sylvie-Pierre Brossolette. Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et c'est la même chose pour la publicité. Les femmes représentent 85% des influences mondiales d'achat pour les biens économiques. Et elles sont 91% à travers le monde à ne pas se reconnaître dans la publicité. Donc c'est peut-être là où le continuum des violences s'exerce. Ce sont dans les agences de publicité. Dire pas se reconnaître dans la publicité C'est-à-dire qu'elles rejettent l'image qui est faite d'elles. Donc c'est la fabrication des images que l'on propose dans la publicité comme une culture populaire. En fait, ça fait des années que pèse sur elles le poids d'une certaine économie sur l'hygiène beauté, où en fait les femmes sont malheureuses. Ça épuise toutes les femmes du monde, et malheureusement, il faut se rendre compte que la fabrication des images, et on l'avait vu avec Weinstein, la société hollywoodienne qui a fabriqué une certaine image avec des manques d'héroïne, exactement le même scénario dans la publicité. Un continuum des violences existe. Il y a du sexisme dans les agences de publicité. Il n'y a que 14% de directrices de création
dans le monde, dans la publicité. Donc si elles ne sont pas à la table des négociations, elles sont bien au menu. Donc des chiffres qui recoupent ceux de la présence dans les médias évoqués par Sylvie Pierre-Brossolette. D'ailleurs, les chiffres de l'INA, c'est tout programme confondu. Oui. Quand ils disent qu'il y a un tiers de temps de parole des femmes, c'est pub comprise, fiction comprise, c'est sur 24 heures. Ça montre quand même que... Pourquoi c'est important? C'est parce que l'imaginaire des téléspectateurs et des auditeurs s'imprègne de cette impression qu'il n'y a qu'un tiers de l'humanité qui est femme et qu'il y a 2 tiers qui est homme. C'est quand même un peu grave. Et non, c'est tout faux. Écoutez, je vous propose de poursuivre cet échange dans quelques minutes après la pub, après, la météo. Voilà, elle m'a intoxiqué, Christelle Delarue. C'est la faute à Christelle Delarue. Après le rappel de l'info, on se retrouve pour évoquer la situation des femmes. A tout de suite pour la suite des informés. Bonsoir à tous. La perturbation qui est arrivée par le nord-ouest cet après-midi va s'étendre des Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes, en passant par la région centre, la Normandie, la Bretagne, les Hauts-de-France ainsi que l'Île-de-France, avec un ciel bien chargé, quelques pluies et un vent modéré. Demain matin, la perturbation va progresser plus au sud. On va la retrouver du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'Est. Une perturbation accompagnée d'un air doux. La limite pluie-neige va donc remonter à partir de 1400 mètres d'altitude. Ailleurs, ça restera assez nuageux, avec quelques éclaircies possibles sur l'extrême nord et puis toujours des conditions ensoleillé entre la région PACA ainsi que pour la Corse. Les températures en matinée, elles resteront assez basses là où le ciel aura été dégagé pendant la nuit, c'est-à-dire sur un large quart sud-est, 3 degrés du côté de Grenoble. Ce sera plus doux sous les nuages avec 10 degrés à Brest, 11 à La Rochelle. Et en cours d'après-midi, les températures gagnent 1 à 2 degrés par rapport à ce vendredi. 11 degrés à Aurillac, 14 à Paris, 15 à Lyon et Bordeaux, 17 à Toulouse et jusqu'à 20 degrés attendus à Perpignan. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir à la une. Les rues d'Alger, noires de monde aujourd'hui. Les Algériens ont défilé en masse et plus que d'ordinaire. Ils ne veulent pas d'un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Les images, vous allez le voir, sont impressionnantes. Carole Coelho. Ils scandent d'une même voix. Si vous n'êtes pas le gouvernement qui construit l'Algérie, ne soyez pas le gouvernement qui détruit le pays. Ils sont des milliers dans les rues d'Alger. Ils convergent ici, place de la Grande Poste. On aperçoit les cartes des forces de l'ordre submergées par les manifestants. Aujourd'hui, la mobilisation est largement supérieure à celle des manifestations des 2 derniers vendredis. On veut mettre à bas ce régime. Le problème, c'est le régime qui est en place ici, en Algérie. Nous sommes contre le 5e mandat. Nous sommes contre la bande qui s'est emparée du pouvoir et qui se cache derrière la maladie du président. Face à cette foule, des forces de sécurité omniprésentes. Ces policiers gardent leur sang-froid. Ces manifestations coïncident avec la journée des femmes. Cet après-midi, elles sont très nombreuses, de tout âge. Elles aussi refusent un 5e mandat du président Bouteflika. Nous voulons une vie meilleure pour nos enfants. Aujourd'hui, on ne vit pas bien. Il faut que nos enfants aient une vie meilleure. La contestation gagne le reste du pays. À Oran, la 2e ville, ils sont des milliers dans les rues à réclamer plus de liberté. À Tizi Ouzou, ils chantent. Il y en a marre de ce pouvoir. Un pouvoir inflexible qui doit faire face à une colère grandissante. Alors, question ce soir, dans quel état d'esprit sont les manifestants? Je vous propose d'écouter Youssef Sofiane depuis Alger. Ils ne veulent rien lâcher. C'est vraiment l'état d'esprit que j'ai ressenti ici à Alger aujourd'hui. Des manifestants déterminés à faire plier Abdelaziz Bouteflika avec ses marches hebdomadaires tous les vendredis. Ce 3e vendredi, ils sont venus en famille. J'ai pu voir des personnes âgées chanter des slogans comme « Le peuple veut la chute du régime » et même des enfants, drapeaux algériens sur le dos. Une mobilisation très pacifique. Un commerçant d'une 50aine d'années me disait « L'État doit écouter cette jeunesse qui est dans la rue. Il va y avoir le changement ».
des Algériens optimistes donc, et certains me confiaient qu'ils allaient participer à une grève générale qui doit débuter dès dimanche dans tout le pays. Leur but, paralyser l'économie du pays pour que, je cite, le régime entende notre colère. Manifestation en Algérie, mais également en France, à l'occasion de la journée internationale consacrée aux droits de la femme. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans tout le pays, notamment en place de la République à Paris. Toutes dénoncent les inégalités salariales et les violences sexistes. Et puis direction l'espace, pour terminer, mission accomplie. Pour SpaceX, la capsule Dragon est revenue sur Terre après 6 jours dans l'espace. Le premier voyage habité depuis Cap Canaveral est prévu pour juillet. Image toujours impressionnante. Restez avec nous sur France Info. Les informés tout de suite. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili. La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités. Sylvie Pierre Brossolette, membre de la Fondation des femmes, ancienne conseillère membre du CSA en charge des droits des femmes, avec Christelle Delarue, activiste et présidente de Mad et Women, première agence de pub féministe engagée, avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, avec Virginie Le Petit, chef d'édition à Courrier International, et Étienne Girard, journaliste à Marianne. Nous évoquions la situation des femmes, notamment la place des femmes dans les médias, et pas seulement Sylvie Pierre Brossolette, avec des chiffres assez alarmants. J'ai envie de vous poser une question additionnelle. Vous évoquiez une présence finalement très faible, une représentation très faible. Vous estimiez même tout à l'heure, à l'instant, qu'elle était en baisse, cette représentation, cette place des femmes dans les médias. Ma question est, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce qu'il faudrait, quelles seraient les décisions à prendre pour faire chavirer cette situation ? Est-ce qu'il faut faire de la discrimination positive ? Non, je pense qu'il y a eu un acte 1 avec la loi égalité hommes-femmes qui a été adoptée par Najat Belkacem, et qu'il faut une seconde étape pour aller un petit peu plus loin. Malheureusement, on parle de quoi ? On parle de quotas. Je pense qu'il faudrait demander aux chaînes non seulement de déclarer, comme elles le font depuis 4 ans, le nombre de femmes qu'elles ont sur leurs antennes, mais à quel poste, sur quel type de sujet elles interviennent, qui y a dans la hiérarchie, qui y a aussi derrière l'écran. Il y a eu une première prise de conscience, ça a fait faire des progrès, incontestablement, mais là, on atteint de nouveau un plafond de verre. Vous voulez dire qu'en jouant la transparence, ça ferait bouger les consciences ? Non, mais ça a déjà fait bouger un peu, et les chaînes elles-mêmes étaient très surprises des chiffres, les premiers chiffres qu'elles nous avaient remis au CSA. Et là, maintenant, il y a un effet de... le soufflet retombe un peu, et l'effort se débande, en tout cas dans le secteur privé. Une fois de plus, je mets le secteur public à l'écart, qui est assez exemplaire, où ça progresse encore. Et il y a une vraie volonté politique des présidents parce que le politique peut agir sur l'emploi dans le secteur public. C'est quand même peut-être pas tout à fait un hasard que dans le secteur public, il y ait 3 présidentes qui dirigent Radio France, France Télévisions et France Média Monde. Il se trouve que c'est là qu'on trouve les meilleurs chiffres. Moi, je fais quand même un lien de cause à effet. Elles sont toutes les 3 très motivées et ça fait des progrès. Dans le secteur privé, je regrette de dire qu'il est dirigé par des hommes, mais que là, il y a beaucoup moins de progrès, sinon voire même une régression. Donc, il y aurait des choses à faire, mais malheureusement, je crois qu'il faut en passer par la loi. Il ne suffit pas de débattre sympathiquement, effectivement, tous les 8 mars pour dire ça ne va pas. Ça a déjà fait des progrès. Je pense qu'il faut donner un petit coup de booster pour remettre quelques contraintes dans le système. Christelle Delarue, vous souhaiteriez une sorte de politique de quota, je répète le mot, je sais qu'il choque à chaque fois. Oui. La première étape, c'était la transparence, et on voit que la transparence... c'est oui, vous voulez des quotas ou oui, ça choque? Les deux, c'est pas très grave, si ça vous choque ou si ça choque. Je veux la parité. Je veux la parité, l'égalité réelle, la transparence des salaires, ou la transparence justement des femmes et des hommes à des postes de direction doit être représentée. Malheureusement, tous ne le font pas. Et ensuite, la deuxième étape, c'est l'action, et si ça ne bouge pas, je pense que les quotas sont un formidable outil. Oui. Étienne Girard, quelle serait la bonne méthode selon vous pour accéder à une forme de parité réelle ?
Je suis plus que réservé sur l'idée des quotas parce que je ne vois pas comment ça se met en place en réalité. Dans une entreprise, il n'y a pas forcément 50% d'hommes et 50% de femmes. Dans ces cas-là, il faudrait mettre en place des quotas dans toutes les entreprises. Dans toutes les entreprises de France, il faudrait 50% d'hommes et 50% de femmes. Je ne suis pas persuadé que c'est faisable à l'heure où on parle. En revanche, qu'il y ait des règles très claires, très précises, avec des sanctions très importantes sur les inégalités salariales, ça me semble un vrai sujet, une vraie priorité. On a encore énormément de choses à faire. La loi qui a été votée, qui vient d'entrer en vigueur, est tout à fait perfectible. On peut aller beaucoup plus loin. Et ça me semble beaucoup plus intéressant que... En tout cas, à ce stade, réfléchir à l'idée de quotas. Virginie Lepetit, sur ces questions qu'évoque à l'instant Étienne Girard, et puis il y a la précarité aussi au passage. Oui, il y a la précarité. L'égalité salariale, ce n'est qu'un aspect du problème. Le problème, c'est comment on conquiert le pouvoir, comment on l'exerce et comment on le transmet. Actuellement, égalité salariale au même poste, c'est la base. Mais qui occupe les postes ? Vous parliez tout à l'heure de 50% d'hommes, 50% de femmes. Dans la presse, il y a plus de la moitié... dans la presse et les médias en général, plus de la moitié des gens qui travaillent dans ces milieux-là sont des femmes. Mais les postes de direction ne sont pas occupés en majorité par ces femmes. Donc il y a bien un déséquilibre sur la pyramide. En revanche, ce qui est occupé en majorité par les femmes, ce sont les postes précaires, pigistes ou autres. Et là, par exemple, sur les congés maternité dont on parlait tout à l'heure, il est extrêmement difficile pour quelqu'un qui est précaire, quand il revient d'un congé maternité, en l'occurrence quand elle revient d'un congé maternité, de retrouver son poste ou ses contrats. Donc là, il n'y a aucune égalité. C'est faux. Sophie de Menton, vous qui êtes du mouvement éthique, dans le monde de l'entreprise, c'est une question centrale quand même. Voilà, que je vis, etc. Je vais vous dire des choses qui sont le reflet d'une réalité. Par exemple, c'est évidemment inadmissible que ce ne soit pas à travail égal, salaire égal. Mais c'est très étonnant parce que le fait que les femmes soient un peu moins payées que les hommes s'exporte. C'est-à-dire que vous recrutez une femme, elle arrive, elle dit voilà combien j'ai gagné, elle demande plus. On va la recruter moins cher qu'on aurait recruté un homme qui aurait demandé plus au même poste. Donc c'est très compliqué parce que tout ça s'exporte, elles le savent elles-mêmes. Deuxième chose, je voudrais vraiment, c'est un message à donner aux femmes qui nous écoutent, mais demandez, parce que les femmes sont modestes, elles n'ont pas suffisamment confiance en elles, elles ne demandent pas. Je vous promets que c'est vrai dans les entreprises. Très souvent, d'abord, le calcul est très difficile de voir l'inégalité. Je parle de certains postes où il est très difficile de calculer exactement l'inégalité qu'il peut y avoir entre certains salaires. Il y a l'ancienneté qui joue, il y a pas mal de choses qui jouent. Et elles ne sont pas, elles sont beaucoup moins agressives et beaucoup moins demandeuses que les hommes. Donc je pense qu'il faut leur apprendre à demander, il faut leur apprendre très tôt aussi. Mais oui, non, mais vous voulez exonérer les femmes de toute responsabilité. Ce ne sont pas des imbéciles, ce ne sont pas des petites choses fragiles. Il y a peut-être des questions à se poser sur qu'est-ce qu'un bon dirigeant ? Est-ce qu'un bon dirigeant doit forcément être agressif ? Une bonne dirigeante ? Est-ce qu'un bon dirigeant, une bonne dirigeante doit forcément être agressif ? Est-ce que ce sont les qualités d'agressivité, d'arrogance, de confiance ou d'outrecuidance ? Mais c'est ça qui se transmet actuellement dans les entreprises. C'est quand même ces modèles-là qui sont mis en valeur. C'est ces modèles-là qui se transmettent. Si vous voulez changer les modèles de management aussi en même temps, mais évidemment qu'il faut changer les modèles. Oui, on ne sortira pas sans changer les modèles. Pourquoi évidemment ? Je veux dire que le management des PME, je parle en particulier, parce que c'est là que ça se pose. Les grands groupes ont les moyens quand même de faire cette observation. Ils ne le font pas. S'ils ne le font pas dans les conseils d'administration, d'ailleurs, ils ne respectent pas les amendes. Vous pouvez mettre toutes les amendes que vous voulez. Il y a des amendes pour les conseils d'administration. Ils ont créé des COMEX où là, il n'y avait pas besoin de la parité. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Mais je pense que les femmes peuvent aussi prendre une forme de pouvoir. Manager une boîte, c'est pas non plus un boulot de Blanche-Neige. C'est une journaliste qui nous attend. Il est 20h41 sur France Info. C'est le rappel de l'info avec vous, Lauriane Delanoë. Des conserves, du shampoing ou un paquet de tampons. La collecte nationale des Restos du Cœur, aujourd'hui et demain dans 7000 supermarchés de France. Une collecte essentielle pour les familles les plus précaires. L'un des surveillés blessé mardi par un détenu de la prison de Condé-sur-Sarthe est sorti de l'hôpital aujourd'hui. L'autre, plus grièvement touché, n'est pas prêt de sortir, assure un délégué du syndicat Force ouvrière. La prison normande bloquée aujourd'hui encore par les surveillants en colère. Des perturbations en tout dans près de 80 établissements en France. 30 silhouettes dessinées au sol, place de la République à Paris, pour les 30 femmes tuées par leur conjoint ou ex depuis le début de l'année en France.
C'était l'une des actions du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Des manifestations aussi à Bordeaux, Toulouse ou Marseille. En Algérie, mobilisation en hausse aujourd'hui contre le possible 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans les rues d'Alger, mais pas de chiffres officiels donnés par les autorités. Face à l'impasse des discussions sur le Brexit, cet appel de Theresa May aujourd'hui, la première ministre britannique demande à l'Union européenne de faire un effort supplémentaire. Elle espère ainsi que son Parlement adoptera l'accord lors d'un vote la semaine prochaine. Retour sur Terre pour la capsule Dragon de SpaceX. Cet appareil spatial a améré aujourd'hui dans l'océan Atlantique après 6 jours dans l'espace. Cette mission de la NASA ouvre la voie à la reprise des vols habités depuis les États-Unis. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili. Oui, retour sur Terre également pour l'évocation des droits des femmes. Beaucoup à en dire ce soir. Nous évoquions tout à l'heure Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, qui dans Le Parisien ce matin, aujourd'hui en France, a annoncé qu'il n'y aura pas de report des débats sur l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Il avait été question de 2020 ces derniers jours. Écoutez ce qu'en a dit également à son tour Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé. C'était sur France Info ce matin. Ça dépend du calendrier parlementaire et donc il va falloir qu'avec Marc Fesneau, qui est le ministre en charge des relations avec les parlements, nous trouvions une date dans l'agenda parlementaire. Mais l'engagement que j'ai pris, c'est que le texte de loi sera prêt et présenté en Conseil des ministres avant cet été, avant les vacances d'été. Donc quand Marlène Schiappa dit des débats à l'Assemblée avant l'été, elle s'avance un peu. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, je crois, sera programmé. Ça ne veut pas dire que les débats auront lieu. Je crois qu'elle dit qu'il y aura une date de prise. Sylvie Pierre Brossolette, pour la Fondation des femmes que vous représentez ce soir, est-ce que c'est une priorité ? Il y a tant de questions à régler. C'est un engagement du président de la République, c'est une demande qui est faite depuis longtemps, c'est une demande juste. Il y avait une discrimination sur ce sujet et je crains malheureusement que les tergiversations grammaticales sur le fait que ce projet de loi sera adopté au Conseil des ministres, mais après doit être programmé selon un calendrier parlementaire du possible, je crains que ça ne laisse présager peut-être pas les calendes grecques, mais quand même du temps avant que ça vienne au Parlement. On comprend très bien la prudence politique sur ce sujet. Je pense que le président va vouloir tenir sa promesse et effectivement adopter un projet de loi. Mais pour éviter que les 2 périodes électorales que nous allons vivre, européennes puis municipales, ne soient éventuellement troublées, malheureusement, ça risque de l'être, par ce sujet très polémique et qui soulève des passions encore en France et qui sont prétextes, en tout cas toujours, à des manifestations plus ou moins de bonne foi, je pense que ça risque du coup encore d'être tardé avant d'être vraiment mis en œuvre. Christelle Delarue, c'est un sujet qui divise les Français ? Oui, c'est un sujet fortement. Qui divise les Français fortement. Ouais. Après, je pense que c'est vraiment du progrès. Je pense qu'il faut, si on écoute la voix des femmes et si on écoute les avancées dans la société, les droits des femmes reculent à mesure qu'on avance. Et je pense que c'est un droit progressiste. Et je serais. Vous pensez que c'est une priorité actuellement, vu ce qui se passe? On est à la veille d'un 17e. On est le 8 mars, on pourrait traiter tous les sujets ensemble sur les droits des femmes. Malheureusement, on n'est pas à l'égalité, mais ça, c'est un sujet à mettre à l'agenda, bien évidemment. Et c'est un sujet qui fait avancer les mœurs. Sophie de Menton, sur cette question. C'est un sujet qui divise. Personnellement, mon éthique et ma morale personnelle sont contre. Maintenant, c'est une promesse, vous l'avez dit, du président de la République. Je crois que la société dans laquelle nous vivons est totalement troublés, déstabilisés. Nous vivons de vrais problèmes partout. Et je ne suis pas sûre que de rajouter un sujet qui est quand même profondément difficile et clivant avec des conséquences énormes, je ne suis pas sûre que ce soit une priorité. Virginie Lepetit, on parle de la présence des femmes, la place des femmes, pardonnez-moi, dans les entreprises, dans les médias et dans la politique. Est-ce que, puisqu'on entendait Agnès Buzyn à l'instant, il ferait une belle tête de liste pour la République en marche pour les élections européennes? Apparemment, son nom commence un petit peu à être mis de côté, de ce que l'on en sait. Voilà. Vraiment, je sais pas, ce sont des rumeurs. J'ai pas vu d'infos en tout cas qui disaient ni qu'elle était tête de liste ni qu'elle ne l'était pas. Oui, pourquoi pas effectivement en tête de liste européenne.
en tout cas, j'espère que quoi qu'il en soit, ce sera pour... que si c'est pas elle, ce sera quelqu'un qui sera jugé. En tout cas, si c'est elle, ça sera une femme, et au moins ça donnera une chance aux femmes politiques d'être sur les plateaux, parce que vous avez vu les chiffres. Les chiffres sont en baisse. Ça fait 2 années de suite, alors qu'il y a maintenant beaucoup plus de femmes à l'Assemblée nationale et un gouvernement paritaire. Alors là, c'est un échec des médias, tous confondus, publics comme privés. Les femmes ne sont pas invitées, alors qu'il y a plus de femmes politiques. Vous avez raison, Michel, mais la compétence. Alors moi, je trouve que c'est Sylvie. le ministre du Travail. C'est Sylvie. Sylvie, pardon. Que c'est c'est une ministre compétente, et on est fiers d'avoir une ministre très compétente qui a pris les choses en main. Et moi, alors, je suis beaucoup plus sur la compétence et l'efficacité. Je trouve assez navrant que on déshabille Paul pour habiller Pierre, on enlève une ministre de la Santé qui commence à avoir un projet formidable qu'elle va aller défendre, allez hop, on la met aux élections européennes. Je ne comprends pas ce type de système, mais je pense qu'il y a des femmes très compétentes dans beaucoup d'endroits qui pourraient éviter qu'on nous enlève la ministre de la Santé. Étienne Girard, sur ces questions politiques, très politiques. Ce dossier-là, c'est pas femme ou pas femme, c'est bonne candidate ou pas bonne candidate. Agnès Buzyn, elle n'a jamais été candidate à une élection. Tête de liste, c'est quand même quelque chose de très particulier, surtout aux élections européennes. Il faut faire un certain nombre de meetings, il faut être bon en débat, il faut être batailleur. Ça ne s'invente pas. Ce n'est pas forcément les qualités d'Agnès Buzyn. Elle peut apprendre ça très rapidement. Elle a montré qu'elle avait un certain talent, mais ce n'est pas gagné. C'est pour ça que son nom, qui a été agité ces derniers jours, est en train d'être mis de côté, surtout qu'elle a une rivale, c'est aussi une femme, mais ça ne voudra pas dire que c'est une bonne ni une mauvaise candidate, et c'est Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes. Encore un mot avec vous, Sylvie Pierre Brossolette, pour boucler, si je puis dire, ce soir, mais nous allons en reparler bien au-delà du 8 mars des droits des femmes. Quand nous préparions cette émission, vous m'avez glissé à l'oreille, à la Fondation des femmes, on adressait un constat, m'avez-vous dit, et vous allez m'aider, elles ne sont pas bien, les femmes, dans leur peau. Oui, il y a un malaise. L'étude Kantar a bien démontré qu'elles avaient l'impression que leurs droits ne progressaient pas, que les violences dont elles étaient victimes sont très mal prises en compte. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'était de voir que les hommes comme les femmes prenaient ce sujet très au sérieux et disaient que la lutte contre les violences et les agressions sexuelles était une priorité des priorités. Même les hommes sont d'accord pour ça, et il y a une prise de conscience générale. Donc à la fois, on peut s'inquiéter, mais en même temps, on peut se réjouir que les hommes commencent à comprendre qu'il y a un problème. Allez, dans un instant, nous allons revenir sur la situation en Algérie. Vous allez le voir, il est question beaucoup des jeunes, mais également des femmes. 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Lauriane Delanoë. Le cortège dispersé par des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Une marée humaine aujourd'hui à Alger, des dizaines de milliers de personnes, aussi dans les grandes villes algériennes. Un 3e vendredi consécutif de manifestations contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat à la présidence. Des grèves pour les droits des femmes en Grèce et en Espagne, des manifestations en France en ce 8 mars. Plusieurs milliers de personnes dans les rues, par exemple à Bordeaux, Marseille ou Paris. Ce matin, le président Emmanuel Macron a annoncé la création d'un fonds de 120 millions d'euros pour lutter contre les violences et les discriminations contre les femmes partout dans le monde. 6 ans de prison ferme pour le détenu qui a agressé un surveillant de la prison de Château-Thierry dans l'Aisne mardi. Abdallah Boumezar, condamné hier. Il est déjà condamné à la perpétuité pour le meurtre de 2 gendarmes en 2012. Un policier a-t-il menacé une gilet jaune sur un rond-point de Dax hier matin? Une enquête administrative interne a été ouverte hier soir d'après France Bleu Gascogne. Les gilets jaunes qui appellent à de nouvelles manifestations demain samedi. Et l'on reparle de l'affaire Benalla. Aujourd'hui, Ismaël Emelien, conseiller d'Emmanuel Macron, indique qu'il a été entendu mi-janvier par la police des polices sur la diffusion d'images de vidéosurveillance. Une audition libre à quelques semaines de l'annonce de sa démission de l'Élysée. Client de la BNP Paribas, vous pouvez à nouveau consulter vos comptes en ligne ou faire des opérations. La banque annonce aujourd'hui que tout est rentré dans l'ordre après 1 jour et demi de paralysie, un bug qui a bloqué tous les services communication. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà, comme nous l'a confirmé tout à l'heure, à l'ouverture des Informés, Leïla Berato, correspondante de RFI à Alger, des centaines de milliers de manifestants sont une fois de plus descendus dans les rues d'Alger, dans toutes les grandes villes d'Algérie. Il y a eu d'ailleurs avec la police, avec les forces de l'ordre à Alger, des dispersions avec l'utilisation de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement. Le mouvement est entré dans sa 3e semaine et Bouteflika, du moins le pouvoir algérien, refuse de céder, agitant le spectre du chaos et de la peur du retour aux années de guerre civile, de terrorisme du GIA, argument réfuté par l'écrivain algérien Kamel Daoud. Il était l'invité de Nicolas Demorand sur France Inter ce matin. Celui qui a 20 ans aujourd'hui est né justement en 90. Donc il ne se souvient pas et n'est pas mobilisable par cette peur-là. Donc le régime essaie de jouer sur l'idée du chaos, mais pour le moment, comme le disent beaucoup de manifestants, le chaos, c'est le régime qui l'incarne. J'ai trouvé ça extraordinaire de voir pour une fois en Algérie, les femmes, les enfants, des jeunes filles, des jeunes hommes, des vieilles personnes manifester en même temps. Je n'ai pas vu un seul cas de harcèlement. Je n'ai pas vu une vitre brisée. Je n'ai pas vu quelque chose qui a été une insulte vis-à-vis des policiers. Il y a quelque chose de l'ordre de la fierté retrouvée après des décennies d'indignité. Virginie Le Petit, tout d'abord sur l'aspect chaos des choses, ce que dit Kamel Daoud, est-il juste ? Au fond, ce sont les jeunes qui sont dans la rue, donc il n'y a peut-être pas forcément la mémoire de ce qui s'est produit à la fin des années 90. Non, alors on agite ce spectre. Le spectre de la Syrie a été agité également pour effrayer. Non, ce que disait Kamel Daoud est juste. C'est la mémoire qu'a la jeunesse, c'est les années d'indignité. C'est la Ogra. Alors je le prononce très mal, mais c'est un mot typiquement algérien et qui veut dire le mépris des petits et toute cette indignité et la colère que ça peut engendrer. Et c'est ça qui s'est accumulé. La mémoire des années du GIA, non, la jeunesse ne l'a pas. Et en plus, de toute façon, visiblement, ces jeunes sont assez éduqués, justement, et on va dire, ils ont assez de discernement pour savoir quand on essaie de leur faire gober n'importe quoi. Christelle Delarue, je vous ai vu acquiescer quand l'écrivain Kamel Daoud évoquait ces femmes qui manifestent et il dit pas de harcèlement. Mais je voudrais célébrer le courage de ces femmes à Alger qui manifestent pour leurs droits contre le sexisme. Et en plus, il n'y a pas de harcèlement lors d'une manifestation. Je pense que c'est à honorer là-bas et à honorer ici en France aussi. Il y a eu en France, par ailleurs, beaucoup de femmes blanches et racisées, ensemble, des enfants, des parents qui étaient dans les rues aujourd'hui et pas que à Paris. Il y a 2 ans, fin d'année 2017, on lançait déjà avec le collectif Les Glorieuses le hashtag 15h40. Il est repris chaque année, et chaque année, on descend dans la rue pour parler de nos droits et de l'égalité salariale et de la précarité menstruelle. Donc on peut parler de tous ces sujets-là réellement dans la rue et dans nos rues. Les femmes descendent et se battent pour leurs droits. Mais... En espérant qu'en Algérie, elles soient entendues, parce que c'est formidable de les voir descendre dans la rue, formidable de les voir d'ailleurs pas voilées, côte à côte avec des hommes, solidaires. Maintenant, ce qui serait terriblement décevant, c'est qu'aucun acte ne suive. Effectivement, cette jeunesse est un peu désespérée, ne sait pas comment leur pays va tourner. Beaucoup d'entre eux aimeraient s'en aller. C'est quand même très, très triste de voir une telle population poussée à bout. Virginie Le Petit. La grande question, en réalité, c'est que va faire l'armée ? Et pour le moment, l'armée est surtout concentrée sur des problématiques régionales, et notamment au Sahel, enfin, dans ces régions-là. Et c'est ça, réellement, où on va voir quels seront les actes suivants en Algérie. Est-ce que c'est pas surtout une question de leader ? Qui à leur tête ? C'est surtout ça la problématique. Mais il y a tout le clan Bouteflika et il y a un certain nombre de gens. Non, mais de toute façon, le système est en place. Le système Bouteflika est en place. Que le président soit physiquement présent ou non. Donc s'il y a une remise en cause, ça serait celle de tout un système et pas seulement d'une personne. Étienne Girard, il y a eu également une manifestation, il y en a régulièrement à Paris, notamment à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Des femmes ont défilé aujourd'hui pour, disent-elles, s'opposer à ce 5e mandat de Bouteflika, mais aussi pour exiger plus d'égalité pour elles en Algérie. Il y a quand même un double message dans cette histoire. Absolument, mais la diaspora algérienne, en effet des femmes, mais pas seulement, en France se mobilise. Il y aura une manifestation de nouveau ce dimanche, notamment place de la République.
il se passe quelque chose et c'est bien le signe, le fait que la diaspora se mobilise si loin du territoire algérien, qu'il y a quelque chose qui dépasse simplement le cadre d'une petite manifestation locale. Il y a une génération qui est vraiment en train de prendre le pouvoir, une génération qui en a marre de la corruption, du chômage et de la confiscation du pouvoir par un clan. Et il ne faut pas non plus se tromper sur la rhétorique « moi ou le chaos ». Le pouvoir algérien est fébrile et aux abois, et ce qu'a bien montré la lettre de Bouteflika, où il fait déjà des concessions énormes aux manifestants, en promettant notamment d'organiser avant la fin de son éventuel 5e mandat une nouvelle élection présidentielle, ce qui a quelque chose d'ubuesque. Et c'est le mot de la fin, vous gardez la main. Qu'y a-t-il à la une de Marianne cette semaine ? Justement, l'Algérie, quel talent, le peuple contre les prédateurs, mais aussi la France humiliée avec une très belle enquête sur Airbus notamment. Virginie Le Petit, la une de Courrier International. L'Algérie également, l'Algérie place aux jeunes, et puis un grand dossier sur peut-on encore débattre en France, aux États-Unis et dans le reste du monde. Alors il y a également le billet de Sophie de Menton dans Challenge, c'est sur le 8 mars, hein, aidez-moi. Sur le 8 mars, les femmes méritent mieux qu'une journée fourre-tout. C'est moi qui fais le pitch à votre place. Oui, absolument. Voilà. Et je voudrais... Voilà, enfin, c'est terminé. Merci à vous. Merci également à Christelle Delarue et à Sylvie Pierre Brossolette. Je vous invite à visiter, à revoir ces chiffres sur le net, sur franceinfo.fr. Pour ma part, je vous dis bonsoir et à demain pour une toute nouvelle édition des Informés.